Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être présents pour ce super webinaire qu'on a organisé avec Jean-Christophe et Lucille. Avant de nous lancer corps et âme sur notre sujet, quelques petits rappels sur les pratiques et principes qu'on utilise pendant ce webinaire. Donc nous avons évidemment le fait que ce soit enregistré et rediffusé sur différents canaux comme YouTube ou sur notre site. N'hésitez pas évidemment à poser des questions. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Si vous sentez que le débat peut être très intéressant, vous pouvez même monter sur scène. Il y a un petit bouton pour faire la demande et on vous fera entre guillemets monter sur scène avec grand plaisir. Et enfin, ce webinaire se terminera à 14 heures. Alors, juste évidemment, un petit tour de table. Je vais commencer par Lucille. Bonjour Lucille, qui es-tu? Bonjour. Moi, je suis product manager depuis une dizaine d'années. J'habite à Toulouse. Je suis fan des chats, sauf le tien parce qu'il fait des bruits chelous. Le coup à la carotide. Et du coup, bah ouais, partante pour expliquer un petit peu beaucoup de choses, enfin un peu, beaucoup de choses en fait, sur le produit en règle générale, parce que j'ai vu beaucoup de choses, des très bonnes comme des mauvaises pratiques. Et bah là, petit sujet qui moi m'intéresse sur la roadmap. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de product people étaient en souffrance là-dessus, donc ça m'intéressait de venir, pour pouvoir en débattre avec vous 2. Voilà, donc merci pour l'invite. Trop bien, trop bien, trop bien. Jean-Christophe, mais qui Eh es-tu? bien, Jean-Christophe Pagès, moi Auteur à c'est succès, bonjour. auteur à succès de ce livre qui vient de paraître, voilà. Non, plus sérieusement, moi je suis coach agile et puis Scrum Master. Ce que j'aime par-dessus tout, moi, c'est justement accompagner les humains et pour justement réussir évidemment, avoir des équipes productives qui souffrent pas et qui livrent des produits à très haute valeur. Donc pour moi, ce sujet de roadmap, c'est quand même un levier qui est essentiel, comme disait Lucille, pour créer des équipes à forte valeur. Ah, je vais y arriver là, je suis en mode waouh, pour créer des produits à forte valeur ajoutée, tu vois? J'ai pas Je le d'IA, couperai au j'ai pas de montage, script, t'inquiète. ça se voit, c'est en mode live et tout, c'est tranquille. Ça marche, merci Jean-Christophe. Et moi-même, Nicolas Poitelon, je suis coach orga produit and tech. Je fais ça depuis pas mal d'années. Je l'étais particulièrement chez Mythic pendant 7 ans en tant que responsable de la transfo et depuis 2 petites années avec Marion Le Cerf, on a monté un petit cabinet de conseil sans prétention où on essaie de d'accompagner, comme le préconise Jean-Christophe, sur les équipes, pouvoir aller chercher beaucoup de valeur ajoutée tout en étant dans un cadre où ça fonctionne bien pour tout le monde et de manière très humaniste. Voilà, enfin bon, je pourrais en parler pendant des heures. On n'est pas là pour ça. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Alors, on a choisi un sujet et on a été hyper audacieux. On a dit, c'est quoi la roadmap parfaite? Et on a voulu choisir ce sujet au-delà de qu'elle soit parfaite. Le sujet de la roadmap, c'est un sujet qui nous parle toutes et tous, évidemment, dans les organisations produits et évidemment tech. C'est un sujet qui souvent est central, deux douloureux. Douloureux pour plein de bonnes raisons, parce que c'est un véhicule qui tire beaucoup de choses, qui sert à animer beaucoup de choses, et c'est souvent un moment ou un outil qui peut être soit très bien utilisé, soit utilisé de manière très un peu top-down, un peu dur, qui peut mettre sous pression, voilà. Sans rentrer dans les détails, voilà, c'est vraiment un objet, pour pas dire un artefact central dans nos organisations. Et on pense que, voilà, il y a la bonne manière de faire et la mauvaise manière de faire. Et on voulait un peu vous partager nos retours d'expérience et on vous expliquera ce que pourrait être une roadmap entre guillemets parfaite, puisqu'elle a une forme qui peut être spécifique. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais voilà pourquoi, de ma part, c'est un sujet qui me semble très important et que c'était l'occasion de creuser ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Pourquoi c'est un sujet pertinent? Parce que bien souvent, de mon côté en tout cas, avec ma vision de product manager, on a beaucoup de boîtes, qui, considèrent que la roadmap, ça doit être soit une pile de fonctionnalités, ce qui est normalement, pas le rôle de la roadmap, du tout. Qui est un petit peu, quelque chose où tu vas empiler des sujets sans
que les gens derrière comprennent bien la vision, la stratégie, l'objectif en fait de ce que le produit, ce que l'équipe tech est censée faire. Ce qui est un petit peu embêtant aussi, puisque l'objectif de la roadmap, c'est quand même de construire pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc voilà. Et moi, je vois beaucoup de product, que ce soit des product managers ou des product owners qui sont même pas capables de te dire ce qu'il y a dans leur propre roadmap parce que tu as les C-level qui en fait se la sont un peu appropriés et concrètement en fait ça ne redescend pas l'information. Donc toute l'entreprise travaille un peu dans le noir et je trouve ça un peu dommage. Et je sais pas qui va nous regarder essentiellement, mais en fait j'aurais envie de dire bah la roadmap communiquez-la parce qu'en fait elle est là pour de bonnes raisons et c'est important d'en avoir une qui soit pas forcément parfaite, même si c'est l'objectif un petit peu de notre webinaire, mais l'objectif c'est qu'il y en ait une, même si on la retravaille régulièrement, etc., pour que l'entreprise travaille dans le même sens. Voilà. Donc pour moi, c'est important d'en discuter. Bien. Jean-Christophe, petit mot de la fin sur le sujet, ouais. Ouais, le petit mot de la fin, c'est que, alors tu sais, c'est un peu notre combat au quotidien, c'est de lutter contre les feature factory et devenir une feature factory, c'est super facile. Devenir vraiment une entreprise apprenante, orientée valeur, orientée, utilisateur, problématique à résoudre, c'est beaucoup plus difficile et la roadmap, ça aide à ça. Donc comme disait Lucille et puis Nico, c'est que les roadmaps, il y a des bonnes, il y a des moins bonnes et il y en a, bah, qui s'avèrent vraiment très, très, très toxiques pour des équipes et ça, on n'en veut pas. C'est pour ça qu'on a mis au point justement ce webinaire pour vous accompagner. Bien. Alors déjà, on voulait un peu casser la glace sur ce sujet. Ouais, gros cassage de Indispensable. glace là. Ouais. On lui a pété les genoux là à la glace. Non, mais il y a un vrai débat. Jean-Christophe, on en a souvent discuté. Hein, il y a le débat de, on peut s'en passer, c'est pas forcément mandatory. On peut avoir, voilà, Ouais. pas mal de monde qui considère que c'est pas indispensable, et nous, on est plutôt de l'école de ça l'est. Et quelle est votre vision sur le sujet, de votre côté? Bah, moi, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, la roadmap, c'est un peu un indispensable puisque, encore une fois, ça découle en fait de la stratégie, vision et objectif en fait de la boîte. Et en fait, ça va donner une direction. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Roadmap, c'est un plan de route. C'est l'équipe, elle avance vers quelle direction. Et bien, la roadmap, en fait, elle est faite pour ça. Et en fait, elle va te permettre de donner une direction, de synchroniser tes équipes, mais surtout si elle est bien communiquée à tout le monde, si elle est bien claire, c'est-à-dire que tu l'as communiquée à l'équipe produit, à l'équipe tech, à l'équipe design, marketing, sales, ops, etc. Quand tu as des gens qui vont débarquer dans tes différentes équipes pour te demander plein de fonctionnalités, ça va être un moyen de leur répondre non, mais avec diplomatie. Tu vas pouvoir leur dire, désolé, mais la roadmap, là, sur, je sais pas, trimestre, semestre, etc., on se focus sur tel aspect business de la boîte, parce que la roadmap, elle est censée servir le business, comme le produit, comme tout le monde. Et c'est un moyen diplomatique de dire non. Ok, merci pour en fait cette demande de features, etc. Je comprends pourquoi tu viens de me la demander, mais c'est pas raccord avec ce que nous dit la roadmap. On s'est tous mis d'accord, on a un plan de route. Il faut qu'on s'y tienne. Parce que là, au lieu d'aller à Miami, on va se retrouver en Normandie si on la suit pas. Donc, c'est quand même important d'en avoir une, de mon sens, en tant que produit. Après, là, je parle. Jean-Christophe, toi, c'est quoi, du coup, ta vision sur la roadmap? La roadmap, moi, je voudrais débunker un mythe qui lui colle un petit peu à la peau. C'est que j'entends beaucoup d'agilistes qui disent, en agile, on n'a pas besoin de plan. Et en fait, en réalité, en agile, on cherche plutôt à limiter la documentation et on cherche à limiter les plans inutiles. Ce qu'on va privilégier, c'est plutôt le produit opérationnel qu'on va mettre entre les mains de l'utilisateur, alors fréquemment, rapidement, etc., etc. C'est justement comme ça qu'on va apprendre rapidement et qu'on va pouvoir justement s'ajuster, adapter notre cap, notre stratégie, nos solutions et puis, bah, finalement s'adapter à notre marché puisque c'est quand même ça l'essentiel de l'agile. Mm. Mais, comme tu disais, justement Lucille, c'est pas question de faire la girouette pour autant. C'est pas question non plus de naviguer sans cap parce qu'on sait que si tu pars sans objectif, bah, tu arrives nulle part en fait. Hem
Et c'est exactement l'histoire du GPS, quoi. Tu lui rentres justement ton objectif, tu lui rentres ta destination finale. Lui, il va se mettre des petits objectifs intermédiaires. Tiens, il va falloir d'abord que je rallie tel endroit, telle ville et tout et tout et tout. Lui, il va pas être en mode, alors, faut que je prenne telle rue, telle rue, telle rue, telle rue. Ouais, mais comme il va s'adapter en permanence, s'il a déjà fait un plan comme ça à l'avance, ça peut pas marcher. Et puis, si tu es dans ce mode-là, si tu te laisses vraiment guider par des solutions, en fait, tu vas faire quoi? Tu vas construire des trucs inutiles. Peut-être bien faits, mais complètement inutiles. Donc la roadmap, ouais, c'est super utile vraiment pour garder le cap et pas s'éparpiller, en fait. Et je Mm. compléterai, Nico? puisque vous sous-entendez, c'est certainement un outil de priorisation. C'est-à-dire que c'est Ouais, ce qui bien te sûr. permet à un moment, quand les trucs pop à droite à gauche, alors ça contribue pas à ce qu'on s'était dit à la base, et deux, bah, c'est certainement moins prioritaire, donc on va le mettre de côté. Bon, après, il y a évidemment les déviances où bah, on n'arrive plus à rien faire rentrer entre guillemets dans cette roadmap, et donc il y a rien qui on peut pas, si une équipe veut pouvoir faire avancer ses propres sujets, ça devient compliqué, mais c'est là où ça devient intéressant. Si la roadmap est bien construite, on est censé avoir assez d'air à côté pour bah, localement faire des choses. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de ce que pourrait être la refacto, mais le but d'une roadmap, c'est que ça ne soit pas étouffante, c'est qu'elle doit permettre de porter cette direction, de démontrer un plan un peu macro, et c'est là où ça devient indispensable, c'est ce qui va permettre à une, voire évidemment plusieurs équipes de pédaler, d'aller dans une même direction. Et c'est là où ça devient intéressant et pertinent. Et je rajoutais juste pour finir, c'est évidemment l'outil d'alignement entre la direction et toutes les parties prenantes d'une direction, mais aussi les équipes. Donc c'est vraiment l'outil qui se trouve au milieu, qui permet de s'assurer que ce qu'on avait dit dans la vision, dans les objectifs annuels, et ben voilà le plan, est-ce qu'on est OK sur ce plan? Et les équipes, elles comprennent par ce biais pourquoi ça va être utile, et donc enfin de pouvoir prioriser ces sujets en fonction de cette roadmap. Et ce qui devient intéressant, évidemment, c'est que ça ne doit pas forcément devenir un release plan. Pourquoi on ne doit pas confondre les deux? Peut-être expliquer la différence release plan versus roadmap, pourquoi c'est différent, pourquoi on ne doit pas blurrer les deux? Jean-Christophe, toi, tu as un... Mm. Ouais, alors, la roadmap, comme on disait, c'est vraiment, ça donne le cap stratégique, quoi. C'est vraiment ce qu'on veut accomplir. Une roadmap, elle va avoir un horizon moyen terme, moyen long terme. Ça va être du 3, 6 mois, 12 mois. Un release plan, c'est plus votre plan d'exécution. C'est ce que vous pensez livrer dans les prochaines semaines. Et en gros, il va servir à organiser tout votre delivery. Et justement, il n'est pas conçu pour écraser une stratégie produit. Lui, par contre, il va être un petit peu plus court. Il va avoir un horizon 1 mois, 2 mois, 3 mois maxi. Et ils sont vraiment complémentaires les deux. La roadmap, c'est vraiment pour l'alignement. Le release plan, c'est vraiment pour la coordination. Alors évidemment, le release plan, je serais tenté de dire, c'est un peu la même recette que la roadmap. Si on en utilise un, ce qui est plutôt bien, on évite le release plan figé, hein. On évite le release plan qui va trop loin parce que le mode solution, vaut mieux rester, court terme et surtout on évite d'utiliser un release plan comme une roadmap. Sinon là, vous retombez dans le mode feature factory, quoi. Lu ou Nico, vous avez un avis là-dessus? Alors, c'est un peu le slide d'après, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la Feature Factory, puisque Ouais, moi pareil. c'est ce Mm. que ça tracte. Mais là où c'est important de faire une différence entre les deux, on parlera aussi des différents formats, mais le release plan, c'est quand même très proche de la solution, voire de son implémentation, voire de ce qu'on va faire dans les sprints. Donc dès qu'on commence à être dans ce registre et qu'on appelle ça une roadmap, ben, on va beaucoup trop loin. Souvent les roadmaps, déjà, elles sont censées être, même si c'est extrêmement challengeable, elles sont à l'échelle 6 mois, 1 an, ça donne une direction. Donc dans ce cadre-là, faut évidemment se dire c'est un objet vivant et qu'on adaptera dans le temps, mais c'est un élément vivant et projectif. Et si on commence à avoir un détail, un peu comme dans un release plan, dans une roadmap, en fait, on crée un rail, on fiche beaucoup de choses, et en fait, on va s'embarquer petit à petit dans une logique, bah, c'est plein de petits cycles en V, voire c'est des grands cycles en V, voire voilà. Et on s'approche mécaniquement de ce qu'on va décrire plus tard sur la feature factory. Donc, ça n'est pas un plan de réalisation,
puisqu'un release plan, c'est son objectif. Et Jean-Christophe l'a bien dit, c'est aussi un objet vivant, surtout si notre release plan contient beaucoup de sprints. Imaginons qu'on soit sur un quarter. En général, l'expérience montre que les derniers sprints du quarter, c'est très compliqué d'être vraiment prédictif. Donc voilà, il faut être assez à l'aise de dire qu'on adaptera au fur et à mesure notre release plan, mais ça reste quand même un plan de réalisation. Voilà comment on va faire, ce qu'on fera à X sprint par rapport à tel sujet. Mais ça n'est surtout pas une roadmap qui peut tirer sur des temporalités qui sont beaucoup plus longues et dont un élément qui est prépondérant dans une roadmap va beaucoup plus être dans le pourquoi, ce qu'on va aller chercher, en quoi ça va permettre d'atteindre la stratégie, voire la vision, alors que le release plan, c'est vraiment, on fabrique ça. Voilà. Lucille, toi, peut-être un... Je maîtrise pas assez, moi, le release plan pour en parler, donc je passe mon tour sur ce sujet. Non, tu vois, le release plan, on peut le construire de différentes manières, mais c'est souvent ce qui est associé au PI planning, Ouais. qui fait partie des bons outils de Safe, puisque Safe est plus une boîte à outils. Et donc, c'est le moment où les équipes, sur une temporalité de 6 semaines, quarter, quadrimestre, peu importe, se synchronisent, gèrent des dépendances et se disent, voilà ce qu'on va fabriquer et comment on va le fabriquer sur cette temporalité. Donc, ça arrive qu'on blur et qu'on mélange les deux, et c'est une très mauvaise pratique. Très bien. Si, si ça vous va, l'enchaînement naturel, la feature factory, puisque évidemment Ouais, c'est ce que ça projette, sujet que je maîtrise un peu plus. je t'en prie. Allez, vas-y, Puisque Lucille. moi, pour le coup, la Features C'est du Factory, c'est pas vécu. que je ne suis pas en guerre contre, mais en fait, c'est parce que depuis 10 ans, je vois ses limites. Et concrètement, de toute façon, si vous avez des stakeholders ou des C-level qui vous demandent de mettre des listes de fonctionnalités dans une roadmap, moi, j'en ai parlé avec plein de head of product. Ils m'ont dit, dont Alessandro Costa, ancien CPTO de Eldo, c'est qu'il y a un problème. La roadmap, elle n'a pas pour objectif de devenir une pile de fonctionnalités destinée à élargir le produit, et encore moins quand il n'y a pas d'objectif business derrière, quand il n'y a pas d'objectif. En plus, ça va devenir quelque chose de super rigide où tu vas avoir peut-être certains ouais, enfin, le marketing ou les commerciaux qui vont se dire ouais, mais cette fonctionnalité-là, elle était dans la roadmap, du coup, moi, je l'ai vendue. Qu'est-ce qu'on fait du coup si elle sort pas? Moi, c'est mal barré. Souvent, tu peux pas tu testes pas ce que tu vas faire parce que du coup, ça va devenir une liste de fonctionnalités. Tu vas pas prendre le temps. Donc, ça va être gratter des specs, gratter des specs, gratter des specs, et ton Jira va devenir forcément un cimetière en fait de fonctionnalités qui vont peut-être même pas sortir. Donc ça sert à rien. Tu vas mal les prioriser parce que c'est pareil, il y aura pas d'objectif ni rien. Et puis surtout, ça va un petit peu faire flipper l'équipe produit ou l'équipe tech de la partager, ta roadmap. Parce qu'en fait, tu auras tellement de features indiquées dedans et d'empilées que tu vas te dire, mince, si cette fonctionnalité, finalement, on la sort pas en temps et en heure, on va se faire taper sur les doigts par d'autres personnes. Donc, non. Features Factory, pourquoi pas de faire plein de features, etc. Mais déjà, on les met pas dans la roadmap, et de deux, faut les objectiver. Mettez-les dans des grandes épiques ou dans des grands objectifs. Vous expliquez pourquoi vous développez en fait cette feature-là dans les objectifs qui sont indiqués dans la roadmap, parce que ça fera sens, parce que vous en aurez discuté avec pas mal de monde. Ça réduira déjà l'horizon, ça permettra de l'objectiver, surtout ça permettra de tester à fond. Et ça va limiter la Features Factory où tout le monde en fait va juste être là pour gratter des specs. Moi, le truc que je déteste le plus à entendre dans plein de boîtes, c'est ouais, mais faut faire des fonctionnalités, lui, parce que bah au final, faut occuper les devs. Non, c'est une fausse excuse, ça, faut arrêter. C'est les devs déjà, ils ont pas besoin de features pour s'occuper. Il y a déjà pas mal de choses avec toute la refacto, les tests, l'apprentissage, le débugage, etc. Et encore, c'est illimité. Il y a plein de choses à faire. Ils n'ont pas besoin de features pour s'occuper. C'est une fausse excuse, ça. Donc, stop Features Factory. Arrêtons de penser que c'est en vous occupant, en faisant plein de spécifications que vous allez faire que l'équipe va devenir productive. Mieux vaut faire quelque chose moins gros et plus qualitatif plutôt que de faire plein de spécifications avec plein de PO
qui vont rester empilés dans un Jira, que vous allez jamais sortir, jamais délivrer, ou finalement vous aurez quand même perdu de l'argent derrière. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Jean-Christophe? Ouais, tu m'as ouvert une boîte de Pandore, là. Je ne vais pas rentrer dedans. Arrête de Non, faut... troller. Arrête de Ouais, troller. ouais. Occupez les devs, s'il vous C'est, plaît. c'est mon combat. C'est mon combat. Ah Je oui, le redis à enfin, mes équipes et tout et tout et tout. C'est, j'ai des équipes qui ont parfois eu un objectif de sprint qui apportait vraiment un maximum de valeur à des utilisateurs et il y avait un seul item derrière l'objectif de sprint. Un Mm, seul item derrière l'objectif de sprint. Le truc que tu atteins au bout de 2 jours. Ouais, mais on n'est pas occupé, il nous faut plus de trucs, plus de trucs. Je fais, mais on est là pour valider des hypothèses et avoir de mm, l'impact auprès des utilisateurs. Là, juste cet item-là, ça va résoudre des problèmes de ouf qu'ils ont depuis des années, un irritant majeur. Je préfère ça que de passer 3 sprints à développer 40 items pour finalement des trucs qui vont pas être utilisés, quoi, qui vont nous coûter cher. Et attention, méfiez-vous aussi, c'est pas parce que vous avez des objectifs que vous travaillez pas en feature factory. Ça, je le vois aussi. Je vous vois hein, dans les sprint planning à ouvrir le backlog, à dire tiens, on va travailler là-dessus, 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 et puis on va créer un objectif de sprint pour faire plaisir au Scrum Master. Hein. On va déduire l'objectif de sprint des items. Ça marche mm. pas. C'est d'abord qu'est-ce qui va justement nous permettre de progresser vers la vision, vers l'objectif de produit, qu'est-ce qui va apporter de l'impact à notre utilisateur, qu'est-ce qui va résoudre une problématique. On y réfléchit en début de sprint planning. Ensuite, on ouvre le product backlog et on regarde qu'est-ce qui y répond. Alors des fois, il y a des trucs qui répondent pas, c'est pas grave, on crée les items à la volée. Ça me rappelle ça puisque tu en parlais tout à l'heure, Nico, du PI planning. Je vois souvent effectivement, tiens, ouais, bah en fait, on a une liste de features à apprendre, voire des fois, j'ai vu des PI planning où on était au niveau story, et après on déduit des objectifs business que les business owners viennent noter. Ah ça non, pitié. Il m'est même arrivé, si vous voulez, petite histoire, petite anecdote, de tweaker safe en disant, vous savez quoi? On va se concentrer sur un seul objectif, qu'on va appeler objectif de produit. Vous savez, comme dans Scrum, un seul objectif pour être tous alignés. Un objectif de produit. Et là, maintenant, on va discuter à partir de cet objectif de produit, qu'est-ce qu'on fait dans les 3 mois pour progresser. Et pas 36 objectifs qui vont faire partir les équipes dans tous les sens. Bref, euh, voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'était un peu la boîte de Pandore que je referme vite. Nico? non, non, mais t'as raison, hein, de toute façon. C'est un sujet assez classique hein, qu'on retrouve, hein, l'occupation des devs. C'est tristement classique parce que on peut se retrouver dans cette feature factory avec des roadmaps qui sont extrêmement conséquentes, en aucun lien avec la capacité des équipes, donc rapport au flux poussé versus flux tiré dans le Kanban. Et donc cette saturation, tu l'as très bien dit Lucille tout à l'heure, bah, on se retrouve à faire la spécification, étudier des choses qui potentiellement ne fera pas, et en fait on tombe dans un méli-mélo où la roadmap est une liste infinie de fonctionnalités non priorisées. On y retrouve peu le sens, c'est ça qui est très dommageable. C'est alors évidemment, une feature factory, elle a rarement une vision claire, et donc les objectifs stratégiques, voire tactiques, le sont moins. Donc on enchaîne des fonctionnalités, et donc on sature complètement la capacité des équipes et aussi la capacité de compréhension des enjeux. Et c'est là où ça devient préjudiciable, c'est qu'au final, on ne sait plus ce qui est véritablement important, on ne sait plus trop prioriser, et on retrouve un peu l'archétype qu'on a dans les équipes Scrum qui ont du mal à tenir leur sprint, c'est-à-dire que leur sprint deviennent mou, et en fait ça devient plus qu'un flux de fabrication, et il y a un début et une fin, mais qu'il n'y a pas de cohérence, puisqu'on ferme pas vraiment les objets qui sont à l'intérieur des sprints. Bah, c'est un peu la même logique qu'on retrouve à l'échelle de la roadmap. Moi, j'ai vu des directions se satisfaire d'un entre guillemets un engagement des équipes tenu à 50%, et dire ouais c'est vachement bien ce quarter-là, on a fait 60% de ce qu'on avait engagé. Ok, mais si tout est à peu près le même niveau de priorité, ce que tu as mis de côté, bah, c'est peut-être problématique. Enfin, on sait plus en fait. Donc, on tombe dans une perte de sens très très fort, et donc l'objet roadmap n'est plus qu'une suite comme un grand backlog tout simplement. Et le dernier point là-dessus, comme on tient plus trop ses engagements, on revient pas sur les mêmes sujets, donc on est dans une logique de
faire des sujets parfaits, on demande combien ça va coûter, etc. Voilà, l'effet, la boucle de très négatif qui se met en place, qui font qu'à un moment les équipes se désengagent et l'objet roadmap devient un objet qui est incompris et qui voilà ressemble plus à un très grand backlog malheureusement. Il y a un petit atelier que les équipes peuvent faire là-dessus. C'est une espèce d'autopsie de feature. J'aime bien. On fait un atelier, on invite les parties prenantes et on va se poser 3 questions. En fait, on regarde ce qu'on a livré, on prend 3 features au pif et on se pose la question: à quoi ça servait? Est-ce que ça a été utilisé? Et est-ce que ça a atteint un objectif? Bah, souvent, il y a pas de réponse. Et là, je pense qu'il faut s'interroger et se mettre en mode, amélioration continue là-dedans. Alors, de mon expérience, le côté déjà la satisfaction, c'est quand tu as livré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très compliqué de regarder en arrière. Ça fait pas du tout partie de la culture. Et c'est compliqué pour une organisation à tous les niveaux d'accepter l'écueil d'avoir fabriqué quelque chose dont l'efficacité et l'impact est pas au rendez-vous. Et le rendez-vous, il a jamais été vraiment défini non plus, puisqu'on a juste demandé aux équipes de délivrer. Donc voilà. Bon, on s'égare un peu du sujet de la roadmap, mais c'est quand même, on voit bien que ça peut être un objet qui devient un peu tyrannique, et Ouais. c'est là où ça perd de son sens pour les organisations. Et donc, ce qui devient intéressant, c'est mesurer le succès autrement que la livraison, puisque c'est ce qu'on vient de se dire. Très bien placé, il est incroyable. Avec des Il est métriques utiles. voilà. Donc comment donc la roadmap, c'est un enchaînement de sujets. Mm. On a parlé de features. Évidemment, il y a d'autres modèles de suivi, de projection de plan. Et comment, dans un monde différent de celui de ouais, on a délivré, c'est génial, sujet suivant. Euh, c'est quoi pour vous les différentes mesures de succès qui, dans les éléments qui sont présentés dans une roadmap, on peut s'assurer que cette livraison n'est pas l'aspect un peu définitif de ce qu'on a fait, mais plutôt ce qu'on veut aller chercher. Donc toi, tu nous as sorti son super bouquin, Jean-Christophe. Est-ce que tu as quelques exemples? Page 138, verset 12. Page 138, tu prends la 3e métrique qui va te servir. Il y en a 220, je rappelle, hein. Il y en a 200. En fait, ouais, mesurer le succès, d'abord et avant tout, c'est faire un shift, c'est de passer des features aux outcomes. Parce que il y a des équipes, comme tu disais juste avant, Nico, c'est intéressant, il y a le c'est en prod, ça veut dire que c'est réussi. En fait, non, tout se passe après. C'est est-ce que ça va avoir un impact sur un comportement client? Est-ce que ça va répondre à une de ses problématiques? Est-ce que son comportement va évoluer? Est-ce que son besoin est satisfait? Est-ce qu'un problème disparaît? En fait, c'est ça qu'on va regarder. C'est ça le vrai succès. En fait, juste le livrer en prod, on est au mauvais niveau de la lorgnette, on reste coincé sur des outputs. Faut aller voir un cran plus loin. Parce que on l'a dit avant, hein, si on livre une feature et qu'elle sert à rien pour l'utilisateur, en gros, c'est qu'une dépense inutile, quoi. Je pense qu'on en a pas mal parlé, en long, en large. Donc, ouais, juste s'interroger pour chaque item de votre backlog et même un petit peu au-delà, c'est de se dire: qu'est-ce qu'on attend comme changement du côté de l'utilisateur? Comment on va le mesurer et en combien de temps? Et on peut établir des hypothèses et au moment de livrer sur le marché, c'est là où on va affirmer ou infirmer nos hypothèses. Mais tant que le produit est pas entre les mains de l'utilisateur, c'est difficile d'infirmer ou d'affirmer des hypothèses. Mm. Et toi, Lu, tu penses quoi? Moi, concrètement, il y a le succès un petit peu, autre que par la livraison, c'est l'engouement de la roadmap, aussi bien de la part de tes équipes, produits surtout, ou marketing, qui un petit peu, tu vois, sont très proches des utilisateurs ou même les CSM, ceux qui sont du service client. L'engouement qu'ils peuvent avoir sur la présentation de ta roadmap, c'est en général, c'est un bon indicateur. Parce que s'ils sont pas emballés et qu'ils te disent nous si c'est pas eux qui l'ont fait et que c'est plutôt des C-level ou des stakeholders et qui vous disent
Moi, j'y crois pas du tout à votre roadmap parce que nous, les utilisateurs, c'est pas ce qui nous remonte au niveau du NPS, etc. Il y aurait plutôt ces points-là à améliorer avant de s'attaquer à ceux-là. En règle générale, c'est ceux qui sont sur le terrain qui constatent. Donc, ce sont ceux qui vont te dire si tu es dans le bon sens ou pas sur ta roadmap. Moi, il y a un atelier que j'aimais bien faire avant, c'était le CAB. Le CAB, moi, je l'ai utilisé principalement chez Informatique Banque Populaire. 2 fois par an, on présentait ça à des business owners en fait des grandes banques et on leur présentait en fait la roadmap de ce qui allait arriver sur 6 mois. Ils mâchaient pas leurs mots en règle générale pour te dire ce qu'ils en pensaient parce que eux, ils étaient directement en terrain avec les autres banques, donc ils savaient si on allait dans la bonne direction ou pas ou si on allait se faire lyncher auprès des conseillers ou des différentes entités bancaires. C'est pour ça que intéressant et bien de la partager à tout le monde parce que concrètement, les gens se sentent investis sur la roadmap parce qu'ils vont donner leur avis. Moi, j'ai tendance à dire, faites attention à des équipes qui se sentent pas investies ou qui vous font aucun retour positif ou négatif sur la roadmap. Ça veut dire qu'ils en ont rien à faire. Que quand ils font des retours, même si c'est en fait pour dire bah non, on n'est pas d'accord, ça veut juste dire qu'ils se sont investis et qu'ils ont envie que ce soit un succès au final, qu'ils ont envie de porter la voix de l'utilisateur. Parce que le produit et la roadmap, on l'a fait pas pour nous sur nos croyances. On l'a fait parce qu'on veut vendre derrière, qu'on veut vraiment faire quelque chose de significatif. C'est l'objectif d'un produit, c'est de le vendre. Donc, au final, faut bien que ça serve à quelque chose. Donc voilà, moi vraiment, c'est de prendre la température un peu en interne ou avec quelques clients externes qui sont très représentatifs et qui pourront vous faire vraiment des bons ou des mauvais retours sur ce que vous allez faire sur la roadmap. Et c'est un bon indicateur de succès avant la livraison, en règle générale. L'engouement. Voilà. Ouais, alors, on n'a pas forcément une partie là-dessus, mais tu as totalement raison. On aurait pu l'avoir hein, sur comment on l'a construit, la notion de partie Ouais. prenante. C'est quand même voilà, un objet qui se fait à 4 mains. Moi, j'aime bien parler de co-conception des produits, des solutions que les équipes embarquent, mais c'est valable à tous les niveaux. Ça veut dire que quand on construit une roadmap, c'est quoi le bon sujet qu'on met en face c'est-à-dire qu'il faut les faire. Évidemment, tu as parlé de business owner, donc il doit y avoir le produit, les personnes du métier, il doit y avoir la tech, etc. Et donc c'est vraiment de la co-conception à l'échelle. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça doit pas être voilà, soit juste le produit, soit juste la tech. C'est vraiment un outil d'alignement et la manière dont on va le construire collectivement et de s'aligner. Alors oui, ça demande un effort de s'aligner. Hein. C'est pas évident. On peut avoir des objectifs euh, qui peuvent paraître divergents, mais c'est nécessaire de s'aligner, de faire des choix. Alors, il y a des très bons outils, hein, des pratiques qui le font très bien et qui nous aident, mais c'est nécessaire qu'à un moment tout le monde tamponne, parce que quand on la lance, s'il y en a qui sont pas dans ce bateau, c'est très très compliqué après d'avancer toute l'année avec cette roadmap. Ça c'était pour la parenthèse et le succès. Faire attention dans la mesure du succès parce que ça peut faire peur parce qu'on passe, imaginons qu'on est en mode Feature Factory, on veut changer de paradigme, on veut commencer à mesurer au-delà de la livraison. Il faut pas avoir peur de ce changement, il faut juste choisir ses pas. Voilà, il faut faire évoluer la manière dont on mesure le succès petit à petit. Et alors, Jean-Christophe l'a très bien dit, évidemment, le premier pas, c'est de définir pourquoi on veut le faire, parler d'outcome. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, la mesure du succès. Alors évidemment, évitons de tomber dans celui qui fait très mal, qui est un peu la North Star, qui dit conversion. Sur une feature, c'est très compliqué d'avoir des impacts de conversion. Voilà, mais de se dire, voilà, le succès, je dis des choses bêtes, mais c'est déjà un minimum d'utilisateurs, le bon persona qui l'utilise. Ça peut être dans l'outcome, on s'était dit qu'il devait apporter ça comme besoin et comme réponse à un besoin utilisateur. Est-ce que ça marche? Ça peut être... Voilà, il faut sortir de l'archétype de je valide par une livraison et plutôt je valide un comportement, je valide un usage, je valide que ça répond bien à un besoin. Et ça, on n'est pas obligé d'être en mode OKR tout de suite, même si c'est entre guillemets un peu le Graal Ouais. en termes de pilotage, mais il y a des étapes intermédiaires qui sont très chouettes, même au niveau des équipes.
qui permettent voilà d'être dans une logique, et c'est ça qui va être intéressant. C'est de tirer une démarche qui est beaucoup plus itérative, puisqu'on on rentre dans un monde d'hypothèses et plus de c'est livré, c'est binaire, c'est réussi, merci, au revoir. Mais plutôt on va valider quelque chose, et ben on va éviter de valider à la fin, parce que si on se trompe ça marche pas, vaut mieux valider le plus tôt possible. Et les validations, elles peuvent être dans un premier temps peut-être même techniques, parce que souvent l'écueil de certains projets, c'est de se planter techniquement à la fin, et voilà, d'avoir toutes ces étapes qui déminent un certain nombre de choses, jusqu'à de l'utilisation, du comportemental, voire des KPI, etc. Donc il faut être très à l'aise de faire un move en termes de pratique sur le succès. Voilà. Donc faites-vous confiance, testez des choses, ça vous commencera à vous poser les bonnes questions sur c'est quoi la feature parfaite, plutôt que qu'est-ce qu'on veut pour nos utilisateurs. Et juste pour conclure, quand on est dans un modèle d'outcome plus que d'output, une fois qu'on a bien défini l'outcome, le potentiel des outputs peut être beaucoup plus ouvert que la solution qu'on avait imaginée au départ, qui était évidente. Si on définit bien son outcome, l'output associé peut être multiple et souvent beaucoup moins coûteux que la solution parfaite qu'on avait imaginée au départ. Ce qui nous ouvre la porte des différents formats, puisque il y a presque autant de formes que d'organisations, presque. Mais est-ce que vous avez, vous, de votre côté, expérimenté des formats différents de celui de la Feature Factory, du grand backlog, bien orchestré, un peu comme un Gantt? Est-ce que vous avez vu, utilisé, expérimenté d'autres formats? Tu veux y aller, Lulu? Euh, J'en ai un ouais, peu, mais vas-y, vas-y. ouais. Alors, moi, j'ai fait la roadmap un peu timeline, tu sais, avec la vision un peu temporelle. Bon, elle est pas mal, mais c'est pareil, tu vois, ça manque un peu de visibilité, ça manque parfois, enfin, du moins de la manière dont elle avait été construite dans certaines boîtes où j'étais. Elle manquait un petit peu, elle était très rigide et du coup, c'était plus, enfin, ça donne moins de place à l'incertitude, donc ça, c'est un peu embêtant. Moi, celle que j'aimais bien, il y a la roadmap Now, Next and Later qui, bah, en fait, te donne un petit peu une vue un peu flexible. Problème de cette roadmap-là, ce que je vois souvent, c'est qu'elle est utilisée dans certaines formes d'agilité. Bien souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de boîtes qui dépriorisaient à la dernière minute et ça donnait justement le fameux cimetière Jira que je déteste, où tu as plein de gens qui ont bossé sur des fonctionnalités en fait un petit peu liées à cette roadmap et au final, il y a jamais rien qui est parti en prod, ou alors 6 mois plus tard, et du coup, bah, en fait, tout était terminé. Moi, ma préférée, ça reste la roadmap par outcome et objectif. Donc vraiment, tu as un problème et tu vas le résoudre sans vraiment de date précise, où tu te concentres vraiment sur les impacts, sur les livrables, etc., où tu es vraiment sur de l'agilité et de la discovery first, parce que bah en fait moi je suis un petit peu aux antipodes de la Features Factory, où pour moi la discovery en fait prime. Donc tu fais vraiment ta discovery et ensuite tu livres quelque chose de qualitatif, où tu as vraiment creusé le besoin utilisateur et où du coup tu vas arriver sur certaines features en fait qui bah, vont résoudre en fait tes outcomes et qui vont aller sur tes OKR, si je puis dire. Moi, c'est les trois que j'ai un petit peu expérimenté au-delà de la Features Factory, que je n'aime pas du tout, qui est peut-être bien sur de la très early stage, mais qui n'a rien à faire dans d'autres structures. Et encore moins dans des boîtes qui ont plus de 2-3 ans de vie, selon moi. Mais enfin bon, après, ça, c'est que mon avis. Jean-Christophe? Écoute, il y en a une, moi, qui vient tout de suite à l'esprit. Je vais déjà parler de la deuxième. Effectivement, la Now Next Letter. Je rencontre la même chose que toi. C'est les mêmes biais, mais bon, elle peut être utile si elle est bien gérée. Ma préférée, c'est vraiment la Goal Oriented Roadmap de Roman Pichler, celle que j'utilise vraiment avec la majorité de mes équipes. C'est hyper puissant. Ça permet vraiment de sortir de l'aspect Feature Factory, à se dire, tiens, les features. Là, c'est justement, on revient au fait de se fixer des objectifs de produits à 3 mois, 6 mois pour progresser vers une Mm. vision. C'est quoi le prochain objectif dans 3 mois? C'est quoi l'objectif suivant? Peut-être dans les 3 mois d'après. C'est quoi celui d'après? Peut-être 6 mois après, etc., etc.
Et à partir de ces objectifs, effectivement, on met des métriques derrière. On va mettre des métriques de succès. On Mm. aura réussi quand, je sais pas, on aura augmenté de 10 l'utilisation du panier d'achat, j'en sais rien. On aura réussi quand, on aura, 500 clients sur les réseaux sociaux, par exemple. On pourra dire qu'on a atteint cet objectif. Et puis on peut se mettre des idées de features, juste des idées. On peut dire: «Tiens, pour atteindre cet objectif, effectivement, il va falloir qu'on crée ça, puis qu'on fasse ça. Mais pour l'instant, c'est que des idées un petit peu nébuleuses pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Et là, on rentre pas dans le dans le modèle Feature Factory, puisqu'on est drivé par des objectifs. Et en termes d'alignement, pour reprendre ce que vous disiez, là, on est vraiment sur de l'alignement pur, sur des objectifs moyen terme à 3 mois, 6 mois maxi, ce qui fait que vos objectifs de sprint, bah, c'est super, enfin, c'est super facile. C'est beaucoup plus simple, justement, de se relier à un objectif à 3 à 6 mois plutôt qu'une vision à 5 ans. Donc ça, pour moi, quand on descend jusqu'au delivery, c'est banger, quoi. C'est assez simple à mettre en place. Et toi, Nico, t'en penses quoi? C'est Euh, quoi ta préf? non, non, je suis assez d'accord hein, sur l'outcome based roadmap euh, avec le Now Next Letter. C'est un format qui est beaucoup plus vivant, flexible et surtout qui permet un meilleur alignement sur qu'est-ce qu'on va aller chercher. Voilà, ça c'est important. Ce qu'on ne retrouve pas dans les débats de est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est la bonne feature. Quand on est vraiment sur ce qu'on veut atteindre, on a des débats qui sont beaucoup plus intéressants et plus facilement raccordables à des enjeux qui peuvent être une vision ou autre. Donc ça là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour en revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, le défaut d'une roadmap, c'est quand elle essaie d'intégrer beaucoup de choses à l'intérieur. Donc ça doit être un objet, un, vivant et deux, simple. Par contre, on va perdre certains éléments qu'on retrouve dans les organisations et qui sont très utiles. On a parlé de release plan, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les objets qu'on manipule, donc la roadmap et ceux qu'on retrouve en dessous en déclinaison de la roadmap, ont des temporalités différentes. Une roadmap, sa temporalité, ça peut être annualisé, ça peut même être plus, même si c'est dangereux. Ce qui devient intéressant, c'est de se dire, bah voilà, sur une timebox de l'année, ben on sait qu'on a une roadmap sur des grands objectifs, des outcomes. Ensuite, on peut commencer à parler d'autres formats. Pourquoi pas les release plans? On se dit c'est sur des quarters, voire moins, etc. Et donc, il peut y avoir des objets qui s'encapsulent, un peu comme des poupées russes, et qui permettent de pas être dans la torture de la roadmap ou dis-moi combien coûtera telle feature en fin d'année alors que tu n'en es encore qu'au début mais plutôt de se dire, bah voilà, le prochain quarter, les prochaines 6 semaines, j'aimerais savoir quel sujet va être fait au regard de ça et combien ça coûtera. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans ce modèle d'organisation, c'est que les équipes qui commencent à vraiment se projeter, font de la co-conception, elles peuvent enchaîner facilement le développement après, c'est frais, l'alignement est encore clair, la co-conception est claire. Et donc c'est comme ça qu'il faut plutôt voir le pilotage des organisations avec les roadmaps, c'est comme ça reste des objets cascadants et qui répondent à différents enjeux. Et donc la roadmap, ça doit être vraiment quelque chose qui est un peu long train, où on se projette assez loin, on se raconte du sens annuel, parce que on sait que nous, notre produit, l'année prochaine, bah, le gros enjeu, c'est ça, qu'on n'a toujours pas craqué, on va aller le chercher, etc. Voilà. Mm. Donc on se crée pas un rail dès le début trop dangereux, on marque des grandes étapes, et après on avance au fur et à mesure. Voilà, on le dit très bien dans l'agilité, Jean-Christophe l'a rappelé, tu maîtrises ton sprint d'après, bah, ceux d'après, tu les maîtrises pas aussi bien. Donc, il faut être capable Mm. de jongler avec plus c'est proche, plus c'est maîtrisé, plus c'est lent, moins ça l'est. Et on se rapproche un peu de notre. C'est quoi une roadmap parfaite? Donc, ça peut être et c'est un levier d'organisation, mais pourquoi on l'appelle comme ça? Pourquoi on peut l'utiliser comme tel? Est-ce que vous avez déjà expérimenté, voilà, grâce à cette roadmap des moves organisationnels, vous avez fait expérimenter des choses? Est-ce que ça a eu des impacts? Comment? Dis donc, pardon, excusez-moi, j'ai l'audience derrière qui gueule. Je vais couper mon Ouais. micro. Je vous laisse la parole, les amis. Alors ce qui est rigolo, c'est que la roadmap, c'est souvent un révélateur de culture.
Tu vois que si Ouais. elle est descendante, poussée par le management et dans une culture plutôt top-down, au contraire, si elle est co-construite, tu vois que c'est plutôt une culture responsabilisante. Donc c'est rigolo quand tu arrives et que tu demandes à mettre la main sur la roadmap, tu demandes comment elle a été construite. Tu as déjà une idée un petit peu de la culture dans l'entreprise dans laquelle tu mets les pieds. Mais c'est vraiment crucial que les équipes et évidemment les parties prenantes soient acteurs du changement. Mm. Parce qu'en fait, au final, si vous voulez vraiment que la roadmap, elle soit vivante, bah, faudrait que les équipes puissent y contribuer. C'est pas le PO ou le PM tout seul dans son coin, c'est pas les stakeholders ou les managers qui redescendent une roadmap. C'est important vraiment que les équipes comprennent les enjeux, s'approprient le produit, qu'elles puissent proposer des solutions, qu'elles puissent être écoutées et finalement, c'est ça qui fait que les équipes derrière vont s'engager et qu'elles vont innover, tout en gardant bien évidemment la roadmap ouverte, comme on a dit, au changement. C'est important. Mm. Le Bah, moi, de mon côté, j'ai été dans des boîtes où l'absence de roadmap a été un levier d'évolution parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas de vision produit et il n'y avait même pas de stratégie produit derrière. Donc, ça a été l'opportunité de leur dire, ah bah ok, bon bah on va tous se mettre dans une salle et on va regarder où sont les problèmes. C'était des boîtes où il y avait des problèmes carrément de rentabilité parce que personne savait où on allait. Il y avait pas de persona vraiment clair, ça s'adressait à tout le monde, c'était vraiment le chaos. Donc c'était un peu l'objectif de dire, ah, vous me demandez une roadmap, très bien. Moi, j'ai pas de vision, j'ai pas de stratégie, je sais pas où je vais, je peux pas vous faire une roadmap à l'aveugle, c'est pas possible. Tu peux proposer des trucs, hein, mais ce sera jamais pertinent, parce qu'au final derrière, tu sauras même pas vraiment comment le mesurer. Donc voilà. Donc ça a été un petit peu l'objectif de dire, ok, on se pose, même si c'est sur plusieurs réunions, on se pose pour se dire c'est quoi la vision, c'est quoi la stratégie, vers quoi on veut tendre pour qu'il y ait une roadmap qui soit très claire derrière et pas qu'on fasse du projet où j'ai carrément eu un DG qui m'a dit moi pour moi la roadmap ça doit être du 80-20 et quand je lui ai dit 80-20 sur quoi il a pas su me répondre ou vraiment tu as des objectifs clairs de ce que tu veux intégrer. Voilà. Tu veux pas intégrer, mais tu veux carrément avoir dans ta boîte en disant je veux tant de taux d'acquisition, tant de taux d'activation. Je veux que le référal il augmente à tel pourcentage. Je veux limiter mon taux de churn. C'est ça en fait, vraiment le levier d'évolution en fait de ta roadmap. C'est vraiment t'assurer que derrière ce soit bien clair en fait au niveau carrément des têtes pensantes pour que toi tu aies une roadmap qui soit un peu plus claire au niveau stratégique et opérationnel pour que tu tendes vers le business auquel tu veux accéder. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important, c'est tout ce qu'il y a derrière aussi est important et tout ce qui va arriver après est important aussi. C'est pour ça que c'est pour moi c'est un vrai levier d'évolution d'organisation. Il a carrément été chercher le chat. J'en peux et toi, plus. Nicolas? Pardon. Euh, je vous ai coupé le micro parce que c'était infernal. Pas de souci. Euh, donc, euh, donc on disait c'est un objet vivant. Donc Mm. notion de roadmap parfaite qui était un peu un moyen de créer un titre, voilà, je sais pas comment dire ça, hein, sans être vulgaire, mais voilà, l'idée, c'est derrière le titre roadmap parfaite. Évidemment, rien n'est parfait, mais c'est surtout une roadmap qui est parfaite, c'est la nôtre, et c'est un objet vivant sur mesure. Et quand on dit qu'il est un levier d'évolution, c'est là où ça devient intéressant. Ça n'est Mm. surtout pas un objet figé, c'est surtout un objet qui doit vivre avec son organisation et son évolution. Parce qu'une organisation qui est saine, c'est une organisation qui évolue, qui est dans une logique un peu de recherche d'excellence, cherche à s'améliorer. Et donc, la roadmap qui est centrale entre la direction et les équipes, qui est l'objet d'alignement et de projection, et ben, si on commence à jouer avec, si on commence à bouger certaines choses, on passe d'un modèle où il y a un enchaînement de solutions, un enchaînement de features, quand on commence à marquer ce qu'on veut atteindre dedans, on se dit arrêtons de saturer les équipes, demandons-leur d'atteindre un certain nombre de succès, accompagnons-les pour ça, on va chercher de l'autonomie et évidemment cet objet va évoluer. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand on prend en main cet objet, qu'on le fait évoluer, il devient plus intelligent, il a plus de sens, il permet à tout le monde d'y voir plus clair, de se poser des bonnes questions. Et il ne faut pas faire des pas trop forts, hein. On est toujours dans un modèle très
Mon organisation est un produit, il faut faire les choses au fur et à mesure, très itérative. Il faut le faire bouger Ouais. tranquillement, mais il faut le faire bouger. Voilà, ça peut être des petits moves, hein, on rajoute certains éléments, on change un peu sa forme. Un jour c'est des slides, un jour bah non les slides c'est pas génial parce que. Mais voilà, il faut tester des choses, il faut voilà, il faut garder cet élément comme un objet qu'on pourra être le reflet de ce qui se passe dans notre organisation en termes d'évolution, et c'est ce qui va aussi le tracter et qui va être intéressant. Donc il faut savoir prendre un peu de risque avec. Il faut pas faire le grand saut, passer d'un enchaînement gros backlog de features à une outcome-based roadmap parce que ça peut faire trop mal d'un coup, parce qu'on n'est pas prêt, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, on n'a pas l'habitude et c'est normal. Mais d'avoir l'envie de faire bouger ça est souvent incarné. Hein. Ça peut être un pôle agile, ça peut être des C-level qui ont envie de changer des choses, ça peut être un groupe de PM qui ont envie de proposer un modèle différent d'alignement, etc. Mais voilà, il faut pas hésiter à, entre guillemets, se faire plaisir et d'aller chercher des manières un peu différentes de collaborer tous ensemble et surtout pour revenir au slide suivant, de maîtriser son succès collectivement. Et ça va, voilà, ça va changer beaucoup de choses dans les relations qu'on peut avoir entre les équipes, la direction, ce qu'on attend chacun. Et voilà, c'est pour ça que ça reste un très bon outil et que sa roadmap parfaite, elle doit être sur mesure, adaptée à nos enjeux et toujours en constante évolution. Alors pas Évolution. vers, voilà, et pas vers un modèle feature factory, mais plutôt vers un modèle qui petit à petit intègre un succès autre que des features et des livraisons. Voilà, est-ce que quelqu'un souhaite un compléter? Après, il nous reste 3 Un petit minutes. wrap-up. Je vous Ouais, propose un mini wrap-up. je t'en Mm. prie. N'hésitez pas à poser des Donc c'est questions. quoi? Voilà, je t'en prie. Donc Ah, Christophe, non, vas-y. ouais, j'allais dire, donc c'est quoi une roadmap parfaite pour nous? Il y a quelques points à retenir. Donc c'est quelque chose qui est orienté sur des outcomes, pas des features. L'autre point, c'est que bah faut rendre visible l'intention du produit. C'est pour raconter une stratégie, d'accord? C'est pas pour raconter la solution, comment on y va. Faut qu'elle soit partagée, faut qu'elle soit co-construite, comme ça elle aligne tout le monde et les gens ne la subissent pas, justement. On a dit aussi qu'elle devait être évolutive, qu'elle devait être vivante, faut qu'on la mette à jour en fonction des découvertes, des feedbacks, c'est important. Lucille l'a dit au début, c'est aussi un levier pour dire non. Justement, ça permet de Mm. résister à la pression politique, ça permet de résister aux gens qui viennent vous voir et qui vous disent: «On pourrait aussi rajouter ça». Ouais, quelle bonne idée. Et surtout, bah, c'est quelque chose qui est compréhensible de tous, parce que c'est aussi ça la définition de la transparence. C'est compréhensible de tous. Il n'y a pas besoin d'un manuel. Un VP, un prestataire, un designer, n'importe qui voit la roadmap, il comprend la logique, il comprend le cap, il comprend les enjeux. Donc pour nous, tout ça réuni, c'est les ingrédients pour une Ouais, roadmap t'as parfaite. raison de rappeler Si la j'ai bien transparence. résumé. Ouais, ouais, non, c'est très bien le terme transparence. C'est vrai on l'emploie à tort et à travers et souvent on le comprend mal, mais la transparence dans la roadmap, c'est un aspect qui est hyper important. Lucille, est-ce que tu veux rajouter un mot de conclusion? Non, c'était très clair de la manière dont JC l'a expliqué. Merci JC Ouais, d'avoir fait je un confirme, c'était très bien. contact. On va Ouais. prendre des petites questions, si vous voulez, si on a le temps d'en prendre une ou deux. Ah merde, j'avais pas fait défiler mon truc. Oh putain, Mm. il y a plein de questions. Au secours. Est-ce J'ai qu'il y aura répondu un à replay certaines d'entre elles, j'ai pas CSVP? pu répondre à Oui. tout, mais Ah Oui, là, Anna, il y aura un replay. Mm. ouais, désolé. Oh, j'ai pas fait. Je pensais que le chat défilait automatiquement. La loose. il y a Nicolas qui a pensé qu'il y avait personne dans le chat, mais c'est nul, il y a personne qui Ouais, je réagit. fais ça. On a zéro question aujourd'hui. Franchement, ils Ah, sont nuls dans l'audience. Des gens sont venus, Nicolas. Comment? Pardon. Alors, super. est-ce que c'est une métrique de Vite. succès, les gens qui réagissent ou pas à un webinaire? Alors, comment définissez-vous les objectifs en termes d'outcome business de façon réaliste? On veut forcément le churn bas, la croissance la plus fulgurante, etc. Bien sûr, le point de départ est à prendre en compte, mais ensuite, comment prédire qu'il est réaliste de faire plus 10, plus 100%, ou inversement, réduire le churn à moitié ou juste 2%? Lucille? Bah ça c'est un peu compliqué comme Ouais. question parce que enfin, je pense qu'il y a même pas vraiment de bonne réponse. C'est souvent
le, quand tu commences à faire une discovery, etc., c'est parce qu'il y a soit un vrai problème business, soit il y a une intuition produit. Et j'aurais envie de te dire que si tu veux un petit peu limiter ça en termes d'outcome, faut peut-être plus s'orienter vers le problème business que l'intuition produit. Mais encore faudrait-il que, pareil, le problème business réel, ce soit pas aussi une intuition business qui te sont remontées par les sales ou autres. Je la trouve vachement compliquée, la question, parce que c'est pareil, tu peux t'appuyer sur des données existantes, même si elles sont imparfaites, mais ça restera quelque chose qu'il faut que tu mesures, donc ce sera pas à 100% efficace. Enfin, je sais pas trop comment répondre à ta question là à l'instant T comme ça. Ouais, C'est un peu compliqué, je trouve. c'est un sujet complexe que tu ouvres parce que ça revient Ouais. vraiment aux KPI qui sont très très hauts. Mm, C'est plutôt lié à des tableaux de bord et tu cherches plutôt des critères de succès intermédiaires parce que tu as une convergence de succès qui va t'emmener à faire bouger des KPI qui sont aussi forts. Mais pour l'avoir vécu dans mes expériences précédentes, quand tu commences à mettre des KPI si élevés pour t'assurer du succès d'une initiative, souvent elles se percutent entre elles et tu n'arrives plus à savoir si c'est statique comme on dit, si ça bouge vraiment. Voilà, c'est dangereux. Je dis pas qu'il faut pas les regarder, mais c'est pas ceux qui mm, peuvent valider parce que si tu vas aller chercher 1%, alors que tu peux avoir un momentum de ton business, Noël, machin bidule à ce moment-là, c'est très compliqué d'être sûr que ça a eu un impact. Donc à regarder, ouais. mais pour moi, c'est pas un critère de succès, quoi. Mm. Je suis désolé, je les ai pas vus, c'est vraiment de ma faute. J'espère qu'on Ah, pourra. c'est pas grave, N'hésitez hein. pas, hein, nous on est dispo évidemment sur LinkedIn ou autre si vous avez des questions. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Lucille, Jean-Christophe. Je rappelle que ce webinaire était sponsorisé par le nouveau livre de Jean-Christophe Pagès, auteur à succès N'importe quoi. incroyable. Et donc, merci beaucoup encore de votre présence. Sujet extrêmement plaisant à discuter avec vous. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle après-midi, une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Ciao. Ciao, Très ciao. bientôt.